Coucou les filles, les garçons, les doudous, mes perles, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon burn-out. Je me suis mis dans un endroit un petit peu intimiste, bon pas très joli, c'est la voiture pour vous partager ce passage qui a été très difficile pour moi. C'est vrai que je suis revenue comme une fleur sur les réseaux sociaux avec plein de projets, formations, stages, reprise d'âge à fit, les enfants, des projets en veux-tu en voilà, des choses à faire en famille que je vous ai pas dévoilées. Cependant, ça n'a pas été sans peine. C'est vrai que je vous ai fait des vidéos rigolotes, etc. Où je vous annonçais pas mal de choses également. Mais en fait, tous ces mois ont été très difficiles pour moi parce que j'ai vécu un burn-out sévère de septembre 2024 à janvier 2025 et de janvier 2025 à mars-avril 2025. Ce burn-out était beaucoup plus modéré et décroissant étant donné que j'avais commencé le travail sur moi-même afin justement de me débarrasser... afin de me débarrasser de cette anxiété et de ce stress. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler à cœur ouvert, en toute honnêteté, peut-être avec des imperfections, pour vous partager ce moment qui a été très traumatisant pour moi parce que je ne pensais vraiment pas m'en sortir, honnêtement. Mais également pour ma communauté, la communauté noire, qu'elle soit africaine ou afro-caribéenne ou même métisse, où soi-disant les maladies mentales, les troubles mentaux n'existent pas en fait. Moi personnellement, je me suis rendu compte que tout cela existait de manière très concentrée et très forte en habitant en Martinique. Je ne dis absolument pas que les Martiniquais, que les Antillais sont des malades mentaux, absolument pas. Cependant, ayant grandi dans un petit peu cette illusion que les Noirs n'ont pas de problème de santé mentale, je ne pensais pas vraiment beaucoup en découvrir ici. Donc ce qui me laisse imaginer dans la communauté africaine et dans la communauté noire de manière générale. Et j'ai envie de le décomplexer. J'ai envie de te dire à toi, et même si tu es blanc, même si tu es asiatique d'ailleurs, où il y a beaucoup ce souci également, n'abandonne pas. C'est très difficile, c'est très compliqué. Ne pense pas que toutes les personnes qui font des vidéos, qui sont là, qui ont l'air heureux, qui ont l'air de vivre leur meilleure vie, n'ont pas passé ou ne passent pas peut-être actuellement des moments comme tu es en train de passer en fait. La vie elle est belle, la vie elle est courte. Il y aura des moments compliqués, mais il faut s'accrocher. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, vraiment un maximum pour sensibiliser à ce sujet-là. Tout a commencé plus ou moins en janvier 2024. Même s'il y a eu les prémices de quelque chose quelques mois avant, je vous expliquerai un petit peu plus tard. En septembre 2024, les filles, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo de retour, mais de manière un petit peu humoristique et surtout très enthousiaste, j'ai eu l'impression d'avoir le contre-coup d'une grosse fatigue générale que je ne m'autorisais pas à ressentir. Fatigue physique, fatigue émotionnelle, fatigue psychologique, fatigue intellectuelle, tout en fait. Parce que c'est vrai que vous me voyez faire des choses par-ci par-là et surtout toute seule. Moi, il n'y a personne qui m'aide. Et au-delà de ça, vous voyez, à travers les réseaux sociaux, à travers les créateurs de contenu, ce concept self-made et le fait d'être multitask, de faire tout par soi-même dans une même journée, d'être polyvalent au max, nous met dans des états où on va ressentir le type de fatigue que j'ai ressenti et surtout le contre-coup de fatigue qu'on ne s'autorise pas à ressentir, les filles. D'ailleurs, j'aimerais vous dire à cet effet que ce n'est pas normal d'être multitask et d'être hyperactif comme ça entre guillemets, même si hyperactif ça fait référence à un autre trouble entre guillemets, j'espère que je me trompe pas au niveau du vocabulaire. Vous savez, il y a un ancien collègue à moi qui me disait: Aïka, s'il te plaît, ferme tes pages, parce que quand on était au travail, en plus on avait 2 écrans, j'avais au moins 5 ou 6 pages qui étaient ouvertes avec 10 onglets ouverts. Parce qu'il me disait que ça va faire planter ton ordinateur, ça va le faire ralentir, ça va le faire bugger. Et ben c'est la même chose pour les humains. On peut pas avoir 10 fenêtres ouvertes, on peut pas avoir 10 fenêtres ouvertes avec 10-15 onglets pour une même journée. Ça ne fait que
ça va ne faire que générer ce que vous allez entendre. Donc il y avait vraiment en fait ce premier aspect de fatigue générale, étant donné que je suis arrivée au bout de la course que je m'étais donnée, c'est-à-dire déménager et finir mon contrat. Mais il y a certains aspects en fait dont je n'avais pas tenu compte, c'est-à-dire que c'est quand j'ai commencé le travail sur moi-même pour découvrir pourquoi j'étais dans cet état-là, justement à travers les symptômes que je vais vous énoncer par la suite, que je me suis rendu compte que dans ma vie il y avait des choses qui n'allaient pas et qui avaient du coup accentué ce mal-être grandissant. Parce que c'est un mal-être, le burn-out, c'est un mal-être, l'anxiété. C'est votre cerveau qui vous fait comprendre à travers certains mécanismes cérébraux qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut que ça sorte. Quand vous savez, mon fils il est décédé, il m'a dit que là vous êtes en train de somatiser. Tout le stress, toute la douleur que vous avez, ça va sortir à travers des crises de panique, ça va sortir à travers de la tachycardie et tout ce que je vais vous expliquer du coup par la suite. Et les choses sont les suivantes. Déjà, comme je vous ai expliqué, là je vais essayer d'être très rapide, même si cette vidéo elle est vouée à durer assez longtemps. Il y a l'aspect professionnel et à venir. Vous savez, quand vous regardez les réseaux sociaux en tant que spectateur, vous enviez beaucoup les acteurs des réseaux sociaux. En fait, parce que vous dites mon Dieu, ils reçoivent des choses gratuitement, ils sont payés pour. Là par exemple les filles, encore une fois, et moi je me cache pas parce que je réalise que c'est une chance inouïe. Cette robe, cette perruque, c'est pas moi qui l'ai payée, c'est Temu qui m'a payé justement pour que je puisse en faire la promotion. Et moi c'est à mon petit niveau. On regardait les Sananas, les Jeunes Phoenix, ce genre de personnes là avec beaucoup d'envie de vivre du coup leur vie. Cependant, quand vous êtes dans le milieu, c'est pas la même chose. C'est une vie de beaucoup de stress, de beaucoup d'incertitudes. Et en plus de cela, moi, dans mon cas, je le dis honnêtement, je le dis sincèrement, quand je suis arrivée à cette fin de course, avec le ressenti de toute la fatigue psychologique, physique, émotionnelle et tout ce que vous voulez que j'ai ressenti et que je m'autorisais pas à ressentir à ce moment-là, je me suis rajouté en fait de la fatigue émotionnelle, parce que je me suis rendu compte que je voulais soi-disant tellement une vie qui ne m'a pas apporté énormément, alors que j'aurais pu avoir une vie mixte ou une vie beaucoup plus lambda qui m'aurait fait plus avancer dans ma vie, notamment ayant des enfants. Il y a plein de personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui sont beaucoup plus loin dans leur vie, ok, que des personnes qui sont sur les réseaux, qui ont même beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de vues que moi et beaucoup plus d'opportunités. Ils sont capables de faire beaucoup plus de choses et je vais pas vous mentir que ça m'a mis dans une sorte de frustration et de colère contre moi-même, et ça a rajouté à ce mal-être qui était déjà même pas naissant mais grandissant. L'impression d'être inutile, l'impression d'être une ratée, l'impression d'avoir loupé le coche au final de tous les côtés, loupé le coche au niveau des réseaux sociaux, parce qu'il y a certaines personnes de ma famille que je ne citerai pas pour éviter qu'on les invectives dans les commentaires en disant ouais t'aurais dû faire comme telle créatrice de contenu, tu serais ça, t'aurais fait ça, t'aurais eu des millions, etc. Et également l'impression d'avoir loupé le coche au niveau de la vie lambda, les filles, parce que ne vous laissez pas matrixer encore une fois par les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné les réseaux sociaux et vont très bien. Je pense à Ashley Sius par exemple, qui est chargé justement de recrutement et qui faisait des vidéos YouTube et tout va bien dans sa vie. Et je n'avais pas la force émotionnelle que j'ai maintenant pour dépasser cet état d'esprit que j'avais, de me dire ok, il y a ça, je fais une formation, je continue mes petites affaires sur internet, je raconte ma vie, voilà, à Jafit, etc. Et on est multitask cependant en se déchargeant mentalement, en ayant une stabilité. Je n'avais pas la force, étant donné que, comme je vous ai dit, j'étais en bout de course et que je m'étais enfin autorisée à ressentir toute la fatigue que j'avais. Je pouvais pas en fait recommencer à penser à un business plan par rapport à ma vie professionnelle. Moi je pensais juste à me requinquer
et à refaire des vidéos comme avant, à refaire mon site internet et à repartir de plus belle. Et je vais pas vous mentir qu'il y a quelques semaines, quand j'ai finalisé mon inscription pour ma formation, j'ai même eu un petit sursaut d'anxiété parce que je me suis dit, mon Dieu, Aïka, si tu t'étais reprise en main en septembre, tu aurais déjà fini ta première formation, tu aurais enclenché ta deuxième formation et tu aurais pu commencer ta troisième formation du coup en janvier finalement 2026. Mais justement j'ai back down un petit peu et de me dire, voilà Aïka, peut-être tu t'es reprise en main un petit peu tard, cependant tu avais besoin de vivre ce moment là pour toi. Autre chose également qui m'a énormément affectée, je vais pas rentrer dans les détails parce que il y a des vidéos qui sont prévues concernant ça, qui sont déjà tournées par rapport à quelque chose d'assez particulier. C'est ma vie de couple qui a été une catastrophe en 2024, qui a été en fait beaucoup de désillusions, je vais pas mentir. Moi, vous savez, je ne mens pas vis-à-vis de ça, parce que les personnes de la vraie vie vous voient, donc ça sert à rien de faire le couple goal sur internet, mais de pas avoir un minimum de transparence. Ça a été vraiment une catastrophe les filles. Justement de juin 2024 à il y a pas longtemps en fait, il y a vraiment pas longtemps, où ça n'a fait que d'exploser d'une manière, mais vraiment où il y a même eu des interventions etc., et où on a dû en fait retravailler et commencer à travailler sur nous, parce que les relations, les filles, c'est pas comme McDo, on arrive tel que l'on est et puis voilà, que ça soit homme ou femme, on a notre caractère à fond, on fait subir à fond telle ou telle chose, tel ou tel trauma ou tel caractère. Non, il faut travailler sur soi tous les jours, que Dieu fasse. Il faut savoir communiquer, savoir échanger, afin qu'il y ait un bon fonctionnement dans le foyer et dans le couple en fait, tout simplement. On a été, je pense, très rapidement, parce que je vous en parlerai vraiment dans les détails et dans la complexité d'être en couple entre guillemets, ou disons la particularité, parce que c'est pas complexe au final, ou si c'est complexe, c'est tout couple qui est complexe, c'est toute relation humaine finalement qui est complexe, c'est le fait d'être avec un homme plus jeune. Je m'attarderai vraiment sur ce sujet, sur une vidéo que j'ai déjà tournée mais que vous verrez dans un petit moment. Du coup, mais on a été une croisée des chemins en fait, une croisée des chemins. Moi j'ai un certain âge, lui un certain âge, et chacun on se pose des questions de ce côté, surtout lui en fait, et ça a été très compliqué les filles. Je me suis sentie très seule parce que depuis un moment j'ai décidé en fait de couper mon cercle social ici, parce que finalement il m'apportait pas grand chose, il me tirait plus vers le bas qu'autre chose, même si je dois l'avouer, il faut être honnête, il faut être sincère vis-à-vis de cela, c'est quelque chose qui me permettait d'un petit peu extérioriser la vie de tous les jours et les problèmes de tous les jours. Mais le fait d'avoir coupé ça et d'être vraiment en conflit mais intense avec la seule personne que j'ai ici n'a fait que accentuer en fait checklist pour me permettre de flancher entre guillemets. Et dans la même catégorie, le manque de ma famille, le fait que ça n'aille pas avec mon compagnon de vie, que je sois seule, loin de ma famille. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, on a eu une grosse dispute avec mon chéri. Il a pris certaines affaires en disant qu'il allait partir pour toujours. Il est parti chez des amis pendant quelques jours. Je n'ai pas cette possibilité-là. Ça fait du bien de temps en temps de prendre l'air et de se retrouver avec les siens, avec des amis, avec la famille. Moi, ma famille, c'est mes amis. On va se disputer, on va se chamailler, mais vraiment c'est eux, mes amis. Et je n'ai pas cette possibilité-là, en fait, d'avoir un petit peu de chaleur, d'avoir un petit peu de... Voilà, le fait de me retrouver avec les miens. Ça a été très difficile, et c'est très difficile même jusqu'aujourd'hui. Je ne pensais vraiment pas que ça allait m'affecter autant,
mais ça l'a fait et ça le fait toujours. Vous allez m'excuser, je vais faire des petits cuts. N'hésitez pas à me dire si cette petite bannière vous plaît d'ailleurs, afin de vous expliquer avec plus de détails certaines choses durant la vidéo. Ne vous inquiétez pas, il n'y en aura que 2-3 maximum. Vis-à-vis de ma famille, j'avais envie, même si je vais en parler très rapidement en fin de vidéo, de développer quelque chose qui m'a vraiment impacté vis-à-vis de tout ce qui s'est passé. C'est en fait le temps qui passe. Le 13 novembre 2024, c'est-à-dire le jour de mes 31 ans, à partir de ce moment-là, et peut-être ça a été exacerbé par le fait que j'ai passé du coup mon anniversaire loin de ma famille, loin de mes proches, loin de ma mère, loin de ma soeur, loin de ma nièce, que notre vie et tout ce qui se passe autour de nous est éphémère. On vit, on est là, on essaie d'avoir des choses, on essaie d'avoir de l'argent, on essaie de progresser, mais finalement, on va finir sous terre. Mais j'étais vraiment pas focalisée sur cette pensée-là. Je pense que cette pensée va plus me tarauder quand j'aurai 50, 55 ans, voire plus, quand j'ai pensé à mon propre départ à moi et surtout l'impact sur mes enfants. Je me suis plus attardée sur le futur départ de mes parents, bizarrement, papa et maman, et de me dire que finalement plus le temps avance et plus ça s'approche cette échéance, et le fait d'être loin d'eux et d'avoir cette pensée-là, qui est une pensée qui est tout à fait normale, qui est tout à fait concrète et qui va se réaliser, m'a donné beaucoup d'anxiété, je pense, sans m'en rendre compte. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu une envie viscérale de retourner chez moi, surtout entendre que ma mère, voilà, doit faire certains examens, qu'on lui trouve certaines choses, entendre que mon père, même si c'est pas très grave, il s'est fait opérer de l'épaule. J'ai peur. J'ai eu peur. Et j'ai encore peur d'un coup de téléphone qui sera irréversible, qui va changer ma vie, qui va me faire transitionner et auquel je ne suis pas vraiment préparée actuellement. Surtout que je suis loin de mes proches. Je me suis rendu compte que j'ai fait une fuite en avant toute ma vie en sachant que j'avais une famille qui n'était pas si nulle que ça. Vous savez, on critique beaucoup nos parents en pensant qu'on va être mieux alors qu'on n'est pas mieux en fait. On n'est absolument pas mieux. Et c'est vrai que l'idée du temps qui passe, l'idée de me dire, mon Dieu, il n'y a pas longtemps j'avais 20 ans, il n'y a pas longtemps j'avais 15 ans, il n'y a pas longtemps j'avais l'âge de Joshua. J'avais l'âge d'Ariel, j'ai des souvenirs. Et maintenant, j'en ai 31. Et c'est même pas ça. C'est qu'il n'y a pas longtemps, mes parents, ils avaient 31 ans. Mes parents, ils avaient une trentaine d'années, 35, 36, 37. Et c'est moi qui les regardais petite fille. Et puis maintenant, ils s'approchent. Ceux qui étaient jeunes deviennent matures. Ceux qui étaient matures deviennent vieux. Ceux qui deviennent vieux entrent en fin de vie, si celle-ci n'a pas été déjà écourtée. Et ça, cette vision par rapport à ma famille, surtout quand j'entends qu'il y a des amis de mes parents qui sont décédés, un qui est décédé d'une maladie cardiaque, l'autre qui est décédé de manière brutale, l'autre qui est parti brutalement d'un cancer en 3 semaines. Je pense que ça a joué sur cet aspect famille, loin de ma famille, et toute l'anxiété que par rapport à ça. Et la chose qui m'a fait réaliser cela, les filles, c'est quand j'ai commencé à faire la rétrospective de mon burn-out et que je me suis rendu compte que le début de mon burn-out, il n'a pas vraiment commencé en septembre 2024, mais plus tôt. Vous savez, quand j'ai déménagé, j'ai commencé à avoir de nouveaux symptômes d'anxiété que je vais vous décrire un petit peu plus tard, mais que je vous ai déjà décrit dans une vidéo, qui se sont stoppés net, mais vraiment net, hein, comme si ça n'avait jamais existé, alors que j'ai failli faire des malaises dans le tram en sortant du travail. J'arrivais plus à lire correctement certaines choses. Pour me concentrer, pour lire, je devais me mettre dans le truc, quoi. Les personnes qui souffrent d'anxiété comprendront. Tachycardie, etc. Ça s'est arrêté net quand ma mère elle est venue en Martinique. Et pendant tout le moment où elle était là, les filles, pas de symptômes d'anxiété. Parce que
ma chair était là, mon sang était là en fait. Après, ma mère c'est mon médicament suprême de toute manière, mais quelqu'un de mon entourage était là. Quand j'ai commencé à avoir ces symptômes, il faut savoir qu'il y a des choses que je m'autorise pas à faire, c'est-à-dire sortir trop en public, boire des petits coups par-ci par-là, parce que je fais très attention aux réactions de mon corps, tachycardie, vertige, etc., etc. Quand maman était là, en fait, j'étais en soirée avec mon chéri, j'étais au kinky, j'étais partout avec ma petite liqueur à la main, en fait. Étant donné que j'avais cette safe place qui était à proximité. Et quand elle est partie, justement, c'est là que finalement tout a commencé pléonasme. Addition de tout ce que je vous ai expliqué, fatigue, problème de couple, problème niveau carrière, loin de ma famille, n'a fait que faire un cocktail explosif qui a été également amplifié par le fait que j'ai décidé d'ignorer tout ça. J'ai décidé d'ignorer le fait que ça n'allait pas, le fait que j'étais fatiguée, le fait que j'étais épuisée et le fait que je devais réfléchir à une nouvelle stratégie de vie pour être épanouie dans ma vie professionnelle, dans ma vie de couple, dans ma vie de manière générale, pour avoir beaucoup plus de contact avec ma famille. J'ai fait qu'ignorer et j'ai décidé de continuer dans ceci. Et la seule chose, le seul poids que je n'avais plus en moins, c'était le fait d'aller travailler en tant que salarié. Et à partir de là, septembre 2024, les filles, et vous pouvez le voir au niveau de mes vidéos, je vous montrerai le petit carré de ma chaîne ici, que c'est à partir de ce moment-là que mes vidéos ont commencé à être bancales, inintéressantes, plates, ennuyeuses et le fait de râler tout le temps. Je suis pas quelqu'un comme ça. Moi, je suis quelqu'un de battante. Et malgré que je suis ce que je suis, mes vidéos, elles sont intéressantes. Même des fois, d'un rien, j'arrive à faire quelque chose de dynamique. Mais là, ce n'était absolument pas le cas, en fait. Parce que j'ai commencé à avoir de l'anxiété. Comme je vous ai dit dans certaines petites vidéos où je voulais commencer à m'exprimer vis-à-vis de ça, parce que je pensais avoir sorti la tête de l'eau, mais absolument pas, j'étais en plein dedans. Je n'ai jamais vécu une période aussi difficile de ma vie, parce que pour moi, toutes les raisons que je vous ai énoncées n'étaient pas suffisantes pour justifier de tout ce qui s'est passé, de tous les symptômes que j'avais. Parce que tous les symptômes que j'ai eu, ce sont des symptômes que j'ai déjà expérimentés, mais pour des événements bien précis. 2 événements. La mort de mon fils, Joachim, du coup, en 2000, mon Dieu, ça passe tellement vite, 2013, ouais, 2013. Et par la suite, quand j'ai cru perdre Joshua lors d'un petit accident de la circulation où sa poussette s'est retournée. Il y avait des raisons bien précises. Il y avait des raisons affiliées à des traumas et des choses super choquantes, super, voilà, dramatiques. Mais je ne pensais pas que des problématiques de la vie de tous les jours pouvaient impacter ma santé mentale. Je vais vous dire honnêtement et sincèrement, parce que cette vidéo, c'est vraiment une vidéo à cœur ouvert. Quand je voyais des personnes faire des burn-out à cause du travail, à cause des enfants, à cause de certaines choses, je me disais, mais attendez, mais comment on peut faire des burn-out pour ça? Oui, parce que tu as perdu un enfant, oui, parce que tu as perdu un parent, parce que tu as fait un accident de voiture, oui, pourquoi pas, mais pour la vie de tous les jours, pour des situations que tu as choisi, avoir des enfants, avoir un travail, comment c'est possible en fait? C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que vous dites sur les gens et sur les situations des gens. Le début des symptômes a été marqué à cause d'un autre événement qui a généré beaucoup de stress et qui génère beaucoup de stress jusqu'à aujourd'hui. Je vous expliquerai vraiment la situation actuelle qui a pu être stressante ou voilà générer de l'anxiété par la suite. C'est la situation économique à cause de ma voiture. Ma voiture a cassé du jour au lendemain. C'est une voiture qui ne devait pas casser, c'est une voiture qui était entretenue, une voiture qui a un problème de joint de culasse. Oui, je sais que normalement un joint de culasse c'est une panne qui est très sérieuse et qui même nécessite la réflexion de se dire est-ce que on garde la voiture ou pas, est-ce qu'on la fout à la casse, est-ce qu'on s'en débarrasse, etc., etc., n'est-ce pas? Et
Le problème, c'est que ici, en Martinique, je ne peux pas me permettre de ne pas avoir de véhicule. Oui, c'était français. Pour moi, c'est pas grave. Mais pour mes enfants, c'en est une autre. Il faut qu'ils aillent à l'école. Ils vont pas à l'école à côté. Ils vont à l'école à l'autre bout de la ville, qui n'est pas si loin finalement. C'est à 5 minutes en voiture. Mais ça peut prendre une bonne demi-heure, voire 3/4 d'heure quand on est en transport, parce que ici ce n'est pas du tout optimisé pour les piétons, malgré qu'il y a beaucoup de piétons. Et c'est vrai que quand ça s'est passé, j'étais dans une situation qui était très confortable. Je venais de terminer mon contrat, j'avais eu des primes par-ci par-là, j'avais eu un beau cadeau familial monétaire également, et ça m'a mis un petit peu dans l'embarras. Et je n'ai pas su comment gérer cette situation qui était très stressante, parce que à l'époque il aurait fallu que je trouve une solution très très rapidement. Et c'est vrai que j'ai été dépassée sur comment gérer la situation. Donc j'ai fait plein de mauvais choix. J'ai acheté des voitures, puis je me suis rétractée. J'ai tenté des crédits, on m'a refusé. J'ai pris des locations, et puis vous savez, des locations, c'est en fait c'est très agréable étant donné que voilà, la voiture ne vous appartient pas, vous n'avez rien à faire. Donc s'il y a un problème, vous appelez l'agence de location ou la personne, mais c'est quand même de l'argent que vous dépensez pour une voiture qui ne sera jamais à vous. Puis j'ai retenté d'acheter une voiture, mais je me suis rendu compte que c'était un mauvais investissement financier, donc j'ai rendu la voiture. Ça m'a mis dans un stress pas possible, et ça n'a fait que de me faire basculer. Un jour, je me rappelle, j'étais en train de faire la vaisselle et je me suis rendu compte que ma vision, en fait, elle était en train de se brouiller. Mais pas en train de se brouiller comme peut-être on a regardé trop les écrans. Non. Votre vision qui se brouille parce que vous êtes en train de vous dissocier. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est très bizarre. Et que pour vous remettre dans votre concentration, vous êtes vraiment obligé de fermer les yeux, de vous remettre dans ça. Et vous savez, j'ai vécu ce moment-là lorsque j'ai eu mon accident de la circulation avec Joshua. Je me suis dit, mon Dieu, j'espère que ce n'est pas ça. J'espère que ce n'est pas ça. Je n'aurai pas les outils pour m'en sortir. Surtout que quelques mois auparavant, comme je vous ai dit, au mois de mai, j'avais ressenti des petits problèmes de concentration et le fait de devoir me remettre dans mon action cérébralement lorsque j'étais au travail. Mais ça s'était totalement dissipé avec l'arrivée de maman. J'avais même commencé à faire une crise d'angoisse à la Galeria. Ma mère m'avait totalement rassurée au téléphone, et quelques semaines plus tard, elle est arrivée. Mais là, je savais très bien au moment où c'est arrivé que ma mère venait à peine de partir, que je n'aurais pas pu la faire revenir, même financièrement, avec tout ce qui se passait, avec la voiture, avec le loyer, avec la vie ici qui est assez chère, avec notre manque également de ressources familiales. Parce qu'il faut savoir que la famille, c'est une ressource qui vous permet de faire des économies. Nous, on est dépourvus de ressources ici. Il est Guadeloupéen, je suis africaine. La famille de Joshua et Ariel peuvent aider, mais dans les limites de leurs possibilités aussi. Et dans certaines choses que je comprends, c'est quand même la famille de mon ancien compagnon. Par la suite, les jours ont passé où ça a été un petit peu compliqué d'être concentré cérébralement, d'être vraiment également en... comment vous dire, à l'aise avec mon environnement. Je sentais voilà un inconfort, un malaise que je ne saurais du coup vous expliquer, notamment quand j'étais seule. Quand j'étais entourée de mon chéri, de mes enfants, ça allait, mais quand j'étais seule, c'était vraiment très compliqué à gérer. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait arriver, j'arrivais pas à me concentrer sur autre chose que ce quelque chose qui allait arriver, parce que justement, voilà. Le chat qui se mord la queue, pardon. Est-ce qu'un chien, ça se mord la queue? Je ne sais pas. Jusqu'au jour où, je m'en rappelle, j'étais à la maison et je sais plus ce que j'étais en train de faire, honnêtement. Et j'ai eu une envie d'aller aux toilettes, de faire la grosse commission. Mais j'avais peur de me lever. Je sais pas pourquoi, j'avais peur de me lever de mon lit. J'avais décidé de faire une petite pause dans mon travail ce jour-là. Je regardais la porte de ma chambre avec beaucoup d'anxiété, parce que là l'anxiété avait commencé à grandir en moi. Mais je me suis dit allez. Et cette anxiété était traduite par tout ce que je vous ai expliqué, cette sensation de malaise, mais également une impression que j'ai des vertiges.
Je suis partie aux toilettes. Les filles, le fait de... Je sais pas si c'est le fait de pousser aux toilettes, étant donné que je faisais la grosse commission, n'a fait que de déclencher quelque chose. Comme si en fait il y avait quelque chose qui avait... en fait qui s'était passé au niveau de ma tête et de mon cœur. J'ai eu une grosse bouffée d'adrénaline avec des palpitations en n'en plus pouvoir, mais vraiment en n'en peut plus pouvoir, avec une agitation que je ne saurais contrôler. J'avais l'impression que j'allais mourir sur place et que j'allais m'évanouir. Et moi, vraiment, ma crainte, c'est de m'évanouir. À ce moment-là, j'étais en petit bif avec ma mère, donc j'ai pas appelé ma mère. Et j'ai fait l'une des choses les plus dangereuses de ma vie. En plus, avec une voiture de location en pleine attaque de panique. Et je vous dis pas crise de panique, hein. Je dis attaque de panique, parce que une attaque de panique, ça vous attaque comme une attaque cardiaque. C'est-à-dire que ça vous attaque, ça vous tétanise. Vous êtes vraiment dans tous les états, dans tous vos états. Vous cherchez un moyen d'aller mieux, mais vous avez peur de ce qui va vous arriver. Et puis vous allez crier ah, parce que vous avez l'impression vraiment qu'il y a un astéroïde qui arrive, mais vous voyez pas l'astéroïde, vous voyez pas la chose, vous avez des palpitations, vous n'êtes pas bien, vous vous excusez d'être dans cet état. Vous êtes comme fou ou comme folle, en fait. Je suis rentrée dans la... En fait, je vous dis honnêtement, et vraiment sans tabou, je suis sortie des toilettes, même sans m'essuyer. J'ai sauté dans la voiture, ok? Et en même temps que je parlais au SAMU, j'ai foncé à toute vitesse à l'hôpital. Arrivé dans le bourg de Trinité, je vous montrerai des vidéos d'anciens vlogs pour que vous puissiez visualiser. J'ai commencé à faire des dépassements que je n'aurais jamais dû faire dans ma vie, parce que en fait je voulais absolument aller à l'hôpital pour qu'on me dise en fait qu'est-ce qui se passe avec moi, pourquoi je suis comme ça, pourquoi en fait je suis comme ça, pourquoi j'ai la tête qui me serre, pourquoi j'ai des palpitations, pourquoi je me sens pas bien, pourquoi j'ai les mains moites. J'ai commencé à dépasser comme ça, tout en ayant le médecin au téléphone qui me disait mais arrêtez-vous, on vient vous chercher, calmez-vous, ça va aller, etc. J'arrive à l'hôpital, là je tremble, je passe devant tout le monde, on me met dans le box. Et c'est la vidéo que vous avez vue quand j'ai essayé de revenir justement en vous expliquant qu'on m'a fait des examens et qu'on m'a dit que tout allait bien finalement, et que je suis partie chercher mes enfants avec des électrodes de partout. Quand mes enfants, comme je vous ai dit, je suis partie les chercher comme ça, ils me font comprendre, mais qu'est-ce qu'il y a maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? Même il y a la tati de la crèche qui m'a accueillie en me disant, mais est-ce que ça va? Est-ce que elle a même commencé à me parler de sa soeur qui avait fait une rupture d'anévrisme? Ça a rajouté de l'anxiété parce que je me suis dit, mon Dieu, j'espère que je vais pas faire une rupture d'anévrisme dans mon sommeil. En rentrant, je pensais être rassurée justement d'avoir eu un diagnostic. On m'avait dit que non, c'était rien, c'était une attaque de panique, etc. En fait, j'ai commencé à être tétanisée dans mon lit. J'ai commencé, en fait, et c'est ça l'anxiété, c'est-à-dire que c'est des symptômes qui s'ajoutent sur des symptômes, et ça ne fait que, en fait, vous enfermer dans une bulle psychologique qui vous empêche de vivre. Vous êtes là, vous n'arrivez pas à vous concentrer, puis après vous avez des sensations de malaise, puis après vous commencez à faire des attaques de panique, puis après vous avez peur de faire des attaques de panique, après vous avez peur justement d'être à l'extérieur. J'ai commencé à avoir une peur bleue d'aller à l'extérieur. Je restais dans mon lit, les filles. Je restais dans mon lit, enfin, je reprends mon histoire. Quand je suis rentrée à l'hôpital, je me suis allongée, je me suis dit peut-être que ça allait passer. Mais j'ai encore senti ce malaise qui était là, ce malaise qui était ambiant, et cette vie qui s'assombrit en fait. Et c'est déjà une sensation que j'ai déjà eue quand j'ai perdu mon fils. Vous savez, quand vous vivez où il y a des choses qui sont compliquées, mais vous voyez la vie en couleur. Et là, j'avais l'impression que non, je vivais ma vie en noir et blanc. Mais je dis, mais bordel, qu'est-ce qui se passe et comment je vais pouvoir m'en sortir en fait? Parce que pourquoi il m'arrive ça aujourd'hui et maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Et j'étais même persuadée que ce n'était plus de l'anxiété. Parce que je me suis dit, l'anxiété, je sais que normalement c'est lié à mon fils qui est mort. Point barre. Là, c'est sûr que c'est autre chose. Et comme je vous ai dit dans l'une de mes vidéos, j'ai conscience que j'ai 31 ans, que le temps avance et que mon corps ne se rajeunit pas.
n'est-ce pas? J'ai été traumatisée par ce qui s'est passé, comme je vous ai dit, avec les seniors ou même tous les créateurs de contenu qu'on voit tomber au combat de manière, voilà, des fois même ça fait peur. Donc je me suis dit, je suis sûre d'avoir quelque chose. Les filles, le lendemain, je me suis dit, bon, ça va aller. Je vais y aller mollo, surtout que le médecin m'avait dit de me reposer, que ça allait aller. Elle m'avait mis des boules d'hypnose ici à garder, à masser dès que je sens que ça ne va pas. J'appelle mon père. Il m'annonce qu'il y a un ami de la famille qui est décédé et qui est décédé d'une maladie cardiaque. Il faut savoir que moi je suis cardiacophobe. C'est-à-dire que par rapport à la maladie de mon fils, et c'est pour ça que mes crises d'angoisse se caractérise par justement des palpitations cardiaques. Dès que vous commencez à me parler de maladie cardiaque ou même quand je regarde mes enfants, j'ai très peur. Et les filles, juste le fait qu'ils me parlent de ça, j'ai raccroché avec mon père au téléphone. J'ai commencé à avoir mon cœur, les filles, qui a battu tellement fort et tellement vite, mais comme jamais, à un point où j'ai failli, en fait, d'angoisse, de panique, étant donné que j'étais dans la cuisine, j'ai failli tomber par la fenêtre. J'ai commencé à être dans tous mes états, à chercher les clés, parce que ce jour-là, c'est pas moi qui avais la voiture, c'était mon chéri, à chercher mes clés pour commencer à aller chez le médecin qui n'est pas très loin de la maison. Les filles, ça a même pas 2 minutes à pied. Ça a été les 2 minutes les plus longues de ma vie et les 3/4 d'heure les plus longues de ma vie parce que du coup, il y avait de l'attente. J'ai même oublié ce jour-là de prendre ma carte vitale. Je me suis dit, allez, c'est pas grave, pas digue, je paye tout. Même jusqu'à aujourd'hui, j'ai la feuille de soins. J'étais dans un état pas possible et là, j'ai commencé à faire de la tension. Le jour où je suis partie, j'avais, il me semble, 15 ou 16 de tension. Maman m'a dit, moi, je vais pas tenir compte de ça parce que vous êtes en pleine crise d'angoisse, vous n'êtes pas bien, ça se voit. Ici, il y a vraiment un climat qui est anxiogène, elle m'avait dit, avec tout ce qui se passe et tout. Faites un bilan. Les filles, quand elle m'a dit, faites un bilan. C'est bizarre quand on est anxieux. En fait, on veut voir des médecins pour nous dire qu'à l'instant T, ça va, mais quand on nous parle justement de faire des examens, etc. pour découvrir s'il y a quelque chose, on veut pas faire. Et je vais pas vous mentir que elle m'a demandé de faire ce bilan, mais je me suis dit, je vais voir si c'est vraiment pas de l'anxiété, parce que je trouve ça hyper bizarre. Elle m'a prescrit quand même du Loxène que j'ai toujours à la maison pour me baisser la tension, si Dieu veut. À ce moment-là, les filles, j'ai été très malheureuse parce que ma vie a été très limitée. J'avais une voiture automatique, parce que cette n'est pas automatique, donc je peux pas la conduire. Je n'avais que de plaisir d'être dans la voiture, de conduire avec la clim à fond, parce que j'ai l'impression que la clim en fait m'apportait un espèce d'apaisement au niveau de ma respiration, au niveau de mes palpitations. Quand justement j'ai rendu la voiture que j'avais, parce que je me suis rendu compte que c'était un très mauvais investissement financier et que mon chéri a pu avoir la voiture du travail, ça s'est corsé. Ça s'est corsé parce que en fait je n'avais plus cette liberté de sortir, parce que même si comment vous dire, j'aimais être dans des espaces fermés, j'aimais sortir avec la voiture étant donné que la voiture était un espace fermé. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire, surtout qu'avec la clim, le frais, etc. Et le fait aussi d'avoir la voiture, de pouvoir sortir, etc. Même si j'étais dans un espace clos, ça a été une sorte de thérapie pour me dire, ok, il y a ça qui arrive, par contre je me challenge. J'arrive pas à être en public avec des gens qui ne me connaissent pas, parce que justement, autre chose, et vous voyez à quel point c'est brouillon et à quel point c'est difficile à expliquer du coup, parce que quand je suis dehors
j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui va arriver. J'ai vraiment l'impression que il y a quelque chose, une mort imminente qui est arrivée. Et en plus de ça, j'ai peur que ça m'arrive devant des personnes que je ne connaisse pas, qui ne savent pas me gérer. Parce qu'ils vont me dire, madame, ça va, ça va, ça va. Et puis ça va me faire encore plus paniquer, en fait. Après, je comprends parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment de réels malaises. Par exemple, bon, AVC, rupture d'anévrisme, crise cardiaque, etc., etc. Donc c'est vrai que la voiture avait cette sécurité d'être un endroit clos, d'être un endroit où je me sentais à l'aise, où je pouvais maîtriser mon environnement, mais me permettait de me challenger, parce que moi il était hors de question, après avoir vécu le traumatisme de la mort de mon fils, parce que j'avais déjà vécu plus ou moins cette chose-là, sauf que j'avais mon médicament, ma mère. Je me suis dit, j'ai pas ma mère, ok, mais par contre je vais vaincre ça. Je l'ai vaincu il y a 8 ans. C'était par rapport à un traumatisme bien pire, ce que je pensais être bien pire. Il est hors de question que aujourd'hui, en fait, je le vainque pas, que je le terrasse pas, en gros, les filles. Donc le fait d'avoir la voiture me permettait, comme je vous disais, et après je progresse dans mon discours, d'avoir un endroit clos, sécurisant, mais me permettre de circuler et me permettre justement de me dépasser, parce que justement j'allais chercher les enfants à l'école, j'allais chercher mon chéri à l'école, j'allais également faire les courses. C'était très compliqué pour moi d'être en public, je me serrais les poings, j'étais pas bien, j'étais à deux doigts justement de tomber dans les pommes. J'ai appelé ma mère, elle dit maman allô ça va, sans lui dire que je n'allais pas bien, bien évidemment, mais je me dépassais. Et les filles, chaque jour ça allait un petit peu mieux, un petit peu mieux. Cependant, quand justement j'ai dû finalement mettre cette idée de voiture à l'eau, et qu'on s'est retrouvé avec cette voiture là qui est une voiture manuelle, et en plus qui est la voiture du travail de mon chéri, donc je peux pas me permettre de la conduire comme ça, même si je savais la conduire. Ça m'a reclus en fait dans justement l'anxiété de nouveau, et dans ce problème où je m'enracinais encore plus. Surtout que quand j'ai dû rendre la voiture, ce qui s'est passé, c'est que les enfants retournaient à l'école. Ok, et le truc, c'est que mes enfants, il faut savoir que c'était vraiment ma seule thérapie. C'est-à-dire que, même pas mes enfants, c'est-à-dire ma famille de manière générale, quand il y avait le retour de la famille à la maison, c'était vraiment, j'ai survécu à une journée. Quand je voyais qu'il était 15 h, je me disais, ils vont bientôt arriver. Je vais bientôt aller les chercher, étant donné que j'avais la voiture. Et là, non seulement j'avais plus la voiture, mais les enfants n'étaient plus là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant les vacances. Mon chéri n'est pas là non plus. J'ai fait que replonger avec de la tension artérielle intense. Je suis montée jusqu'à 22. On m'a dit que c'était encore une fois l'anxiété, mais là je me suis dit que c'était vraiment pas possible, qu'il y avait quelque chose vraiment qui n'allait pas chez moi. Mais j'ai décidé de laisser traîner comme ça, parce que je me suis dit que bon, ça va aller, ça va passer. Là que je suis retombée dans quelque chose de très désagréable. Je préfère vous expliquer en version audio pour que ça soit moins brouillon. Donc à ce moment-là, j'ai eu vraiment un retour de tous mes symptômes par rapport à l'anxiété, c'est-à-dire palpitations cardiaques, vertige, également la tête qui serre, une barre au niveau de la nuque, sensation de malaise, sensation qu'il y a quelque chose qui va arriver, problème de perception de mon environnement. C'est très très étrange, j'avais l'impression d'être dans un endroit qui m'est familier parce que c'est chez moi, mais en même temps d'être dans un endroit que je ne connais pas, et donc du coup ça me faisait énormément peur. Donc en gros de l'anxiété généralisée, c'est ce que c'est comme ça qu'on appelle cet état. On a vraiment l'impression de marcher sur du verre, ou sur d'être comme un funambule en fait, tout simplement. Et à cette époque-là, j'avais une routine très très ficelée, justement pour ne pas tomber dans l'attaque de panique, parce que il faut vraiment différencier deux choses, pardon, je vais y arriver, qui est l'anxiété généralisée,
l'état que je vous ai décrit, mais également l'attaque de panique qui va être la décompensation de tous ces symptômes. Et quand je dis décompensation, en fait, c'est l'exagération à son maxima de ces symptômes. Oui, pendant l'anxiété généralisée, j'ai des palpitations, mais bon, ça peut aller. Mais quand c'est la décompensation, ça palpite très très vite. Oui, j'ai l'impression que je vais un petit peu tomber, que j'ai des petits vertiges pendant que j'ai l'anxiété généralisée. Mais quand je suis en attaque de panique, en plus en synergie avec tous les autres symptômes, ben cette sensation de vertige ne fait qu'être décuplée. En fait, donc j'avais vraiment une routine qui était très bien ficelée pour justement rester dans cette moyenne qui n'était pas vivable pour moi dans mon anxiété généralisée. Parce que pour moi, je me disais peut-être que je ne vais plus jamais revenir à mon état normal, Aïka, épanoui, etc. Mais au moins, ça m'arrange d'être dans un état d'anxiété généralisée parce que quand je suis en crise, c'est n'importe quoi. Et c'est très compliqué comme j'ai pu vous le décrire tantôt par rapport à la crise que j'ai fait quand j'étais aux toilettes. Et ma routine était la suivante. Le matin, je me réveillais, je m'occupais des enfants. Comme je vous ai dit, mes enfants, ça a toujours été ma thérapie, ça a toujours été en fait mon médicament à moi. C'est-à-dire que dès que mes enfants étaient là, j'avais un peu de l'anxiété, mais bon, ça allait, ça allait. Donc je m'occupais des enfants, leur donnais à manger, les briefer par rapport aux douches, m'occuper de Mimi, etc., les préparer pour l'école. À partir du moment où ils étaient au niveau du pas de la maison pour sortir avec mon chéri, directement j'avais une montée d'adrénaline qui laissait supposer que j'allais peut-être faire une crise d'angoisse. Donc j'appelais directement ma mère, j'appelais directement ma soeur. De 7 h du matin, heure Martinique, jusque à peu près, en fonction de l'heure de sortie de mon chéri, 16h30, 16h45 ou 17h, en fonction de son shift et de la journée qu'il faisait. Pendant toute la journée, je ne faisais que de parler à ma mère et à ma sœur. D'accord? À ce moment-là, j'avais plus ou moins arrêté de travailler parce que vous le savez, sur YouTube, au bout d'un moment, j'avais fait plusieurs petites pauses où j'avais dit, ah, je reviens, ah, j'ai fait un petit break, ah, j'ai eu de l'anxiété, etc. Et ben, c'était à ces moments-là. Pendant toute la journée, je ne mangeais pas non plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que quand vous mangez, pendant la digestion, vous avez une accélération tout à fait normale du rythme cardiaque. Cependant, quand vous faites de l'anxiété et de surcroît, quand vous avez peur de refaire des crises ou des attaques de panique, vous êtes très alerte sur ce qui se passe au niveau de votre corps. Vous allez remarquer la moindre douleur, vous allez remarquer le moindre changement, vous allez remarquer le moindre bourdonnement, vous allez remarquer le moindre vertige. Et le souci, c'est qu'étant donné que mon cœur il battait un petit peu plus vite lors de ma digestion, ça me faisait paniquer et ça rajoutait par rapport aux palpitations que j'avais déjà. Donc il faut savoir que du début de la journée jusqu'à la fin de la journée, je ne mangeais pas. Je ne mangeais qu'une fois par jour. D'accord ? Et c'est comme ça que mes journées se passaient la plupart du temps. Quand mes enfants rentraient, quand mon chéri rentrait, c'était une petite lutte avec moi-même pour ne pas prêter attention à mes symptômes, pour pas prêter attention en fait à ce que mon cerveau voulait, comment vous dire, c'est pas français, mais je veux vraiment garder ces moments où je suis en train de vous expliquer et où je me trompe parce que c'est vraiment la réalité de l'anxiété. Mais en fait, l'anxiété et les crises d'angoisse, c'est le cerveau qui redirige votre attention via un fonctionnement organique de votre corps, mais qui l'amplifie, qui l'exagère. Et du coup, le fait de l'amplifier, de l'exagérer, ça l'exagère pour de vrai. Et pendant que mes enfants et mon chéri étaient à la maison, en fait, j'essayais vraiment de détourner mon attention de cette attention exagérée que j'avais auprès de mon fonctionnement organique. Du coup, quand mon chéri devait sortir
un petit peu le soir, un petit peu avec ses amis, voir ses amis le soir, juste pour boire un petit coup, pour boire un verre ou pour juste donner des nouvelles, les filles, en sachant que vous le savez, je pense que je vous l'ai déjà dit, c'est quelqu'un qui est très dans le social, qui, lui, a eu l'habitude d'être très solitaire, donc il a des copains par-ci, par-là, alors que je ne l'accompagnais pas et que moi, personnellement, ça m'arrangeait justement qu'on soit ensemble, mais qu'on ait cette liberté de fréquenter des personnes hors de notre couple dans le cercle amical pour que je puisse m'occuper de mes enfants, pour que je puisse m'occuper de ma société, mes vidéos, etc. Mes programmes, les filles, je l'accompagnais. Je l'accompagnais dans ses sorties. Il y a même une fois, il devait aller en quelque part par rapport au travail. C'était vis-à-vis de quelque chose qui se passait la nuit. Je l'accompagnais même avec les enfants. On avait créé une petite routine où on prenait les couvertures, les coussins, l'ordinateur, le portable pour faire partage de connexion et on prenait à manger ou on achetait à manger dehors. Je vais pas vous mentir que j'ai beaucoup acheté à manger dehors à cette période et où on l'attendait avec la clim à fond parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que la clim m'apportait une sensation en fait, une sensation de bien-être. J'avais l'impression de mieux respirer. Mais c'est là, d'ailleurs, je sais pas si vous allez remarquer, au bout d'un moment, dans mes vidéos, je toussais beaucoup. C'est pas parce que j'avais un problème, c'était à cause de la clim, parce que j'étais tous les soirs dans la clim. Ou si, des fois, je ne l'accompagnais pas dans ces petites virées nocturnes, et ben j'avais activé et je lui avais demandé la permission bien évidemment la localisation comme ça dès que en fait je me sentais pas bien j'essayais de l'appeler pour qu'il puisse rentrer et dès qu'il rentrait en fait il était en train de rentrer pardon et ben je regardais le point qui clignotait qui se déplaçait et ça me rassurait beaucoup. Ou si des fois j'arrivais pas à le joindre parce que c'était un petit peu compliqué, il était dans des endroits où il y a du bruit ou tout simplement il fait pas attention à son portable ou son portable est mis en sonnerie, ça m'arrive très souvent également, je faisais sonner son téléphone. Et il faut savoir que quand vous faites sonner votre téléphone, c'est juste pour savoir en fait où il est, parce que la plupart du temps il est perdu quand vous faites localiser le téléphone, en gros, c'était ça. Mais il était obligé de voir que j'avais essayé de le contacter et que j'étais en détresse. Donc c'était vraiment un quotidien qui était très compliqué, qui était très contre-productif parce que du coup, j'arrivais pas vraiment à travailler, j'arrivais pas vraiment à faire des vlogs parce que vous voyez, mes vlogs, c'était hyper compliqué parce que entre deux prises, et ben c'est ça qui se passait. Le soir, c'est ça qui se passait. Quand je tournais des vidéos, il y avait beaucoup de cuts parce que j'avais l'impression d'être pas bien, d'être essoufflée, de tomber par terre, etc. C'est pour ça, en fait, que je râlais beaucoup aussi. C'était un quotidien où je m'étais trouvé une sorte de compromis où j'étais un petit peu à l'aise parce que ça me permettait de fonctionner un petit peu toute la journée. Je pouvais faire quelques colis, je pouvais des fois entre deux appels avec ma mère et ma sœur, tourner des vidéos, etc., les monter à certains moments, mais j'étais plus du tout performante en fait. Et c'est ça qui s'est passé, il me semble, de septembre 2024 à vers novembre, décembre. J'étais vraiment dans un état qui était pitoyable. C'est-à-dire que même ça se voyait à travers mes yeux que mes yeux, ils étaient vides. En fait, ils étaient vides. Ils étaient comme en fait les personnes qui ont des gros problèmes mentaux, qui ont des lourds troubles mentaux parce que justement, en fait, des fois quand justement l'anxiété elle est trop forte, que les symptômes ils sont trop forts, on dissocie, comme je vous ai expliqué, c'est-à-dire que vous êtes là sans être là. Mais c'est très désagréable comme sensation. Et j'ai continué comme ça jusque décembre. Décembre qui est un moment qui est très compliqué pour moi parce que c'est le mois de décès de mon fils. Mais bizarrement en décembre ça a commencé à un peu mieux aller. Jusqu'au moment de la Noël, des fêtes de Noël, où ça s'est mal passé avec mon chéri. Petite pause
où je dois vraiment m'étendre concernant mon chéri, notre relation et l'anxiété, parce que finalement on s'en rend pas compte. L'anxiété, il y a une personne qui en souffre, mais il y a tout le monde qui le vit en fait. Que ça soit les enfants quand c'est vraiment très très fort. Moi heureusement c'est pas à ce point-là, même quand je vais très très mal. Par contre, quand vous êtes en couple avec quelqu'un, cette personne le vit également. Et c'est un stress de tous les jours. C'est un stress qui est très constant parce que vous ne savez pas si la personne va mal à cause de son anxiété. Vous ne savez pas comment gérer cela, quelles paroles apporter. Moi, quand ça a commencé, en fait, avec mon chéri, que je l'avais pas averti, que j'avais tendance des fois à faire ce genre de crise-là, parce que pour moi, ça avait totalement disparu. En fait, il était super inquiet parce qu'il disait, mon Dieu, attends, elle va faire une crise cardiaque sur moi. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qu'elle est en train de faire un AVC. Et le souci, étant donné qu'il était très anxieux vis-à-vis de mon anxiété qui prenait au mot près, à la lettre près, parce que encore une fois, l'anxiété est caractérisée par des troubles des symptômes plutôt physiologiques, il ouvrait, il écarquillait les yeux en pensant qu'il allait m'arriver quelque chose. Et moi, ça faisait qu'accentuer mes troubles, en fait. Ça faisait qu'accentuer mes palpitations, mon angoisse, excusez-moi, je m'emmène un petit peu les pinceaux, mes tremblements, mes vertiges, etc. Ou quand vous êtes dans une disposition où vous êtes en crise de couple, parce qu'on était en crise de couple, je pense qu'on ne s'est pas séparés, même temporairement, c'est parce qu'il y a des enfants, parce que mes enfants, ils aiment beaucoup mon chéri, et que surtout, pour lui, mon copain, c'est impossible d'abandonner la mère de ses enfants, surtout avec ma petite Imani. Mais on a été vraiment en réelle crise. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui, dans ce genre de situation où la personne, elle a besoin d'air, où elle ne sait plus où elle en est, où elle a besoin même peut-être d'un break de la relation, vont jouer de symptômes comme ça, à dire je me sens pas bien, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu restes avec moi. Il y a même des personnes qui vont faire du chantage au S, le fait de sauter la vie, et la personne en face de vous qui est en crise de couple avec vous, elle a conscience de ça. Et donc du coup, elle ne sait pas où se positionner. Elle ne sait pas si la personne en question, elle va vraiment mal, qu'elle a vraiment besoin que je lui tienne la main, elle a vraiment besoin que je dise non mais Aïka, ça va aller, c'est juste des palpitations, c'est rien, t'inquiète pas, et prendre le temps qu'il faut pour la personne qui l'accompagne, ou si la personne se fout totalement d'elle et qu'elle fait ça juste pour faire du chantage affectif en fait. Et ça, c'est une réalité qu'il faut dire. Et aujourd'hui, en fait, j'ai le recul, pour en parler, parce que moi, j'apprends beaucoup des situations de vie que je vis, et j'arrive à avoir ce recul-là. Mais en fait, il faut en parler, et il faut justement, même si vous êtes dans votre anxiété, essayer de comprendre la personne que vous avez en face de vous, surtout si vous avez des problèmes de couple. Aussi, par rapport à ma relation avec mon chéri et lui et sa vision sur moi-même, c'est une découverte. Moi, je ne connais pas Aïka comme ça. Je connais Aïka joyeuse, je connais Aïka pétillante, je connais Aïka battante, je connais Aïka travailleuse, je connais pas Aïka qui est sur elle, qui est hagard toute la journée, qui me saute dessus quand je rentre du travail, qui me suit partout, qui fait des crises, qui est un petit peu hystérique à gauche, à droite, qui n'est pas bien. Est-ce qu'elle est malade? Est-ce que, en fait, finalement, je suis avec une personne qui est malade? Et vous savez, être avec une personne qui est malade, c'est un choix. Vous devez faire ce choix, en fait. Et vous devez faire ce choix pour vous, en tant que personne, parce que dans la vie, on supporte ce qu'on est capable de supporter. On ne peut pas prendre des charges qui sont trop lourdes pour notre dos, parce que nous-mêmes, on a notre barque et notre vie à mener. Et on doit faire ce choix pour la personne que l'on a en face de nous, que l'on aime ou que l'on a aimé. Pourquoi? Parce que cette personne, déjà, elle est concentrée sur sa maladie, que ce soit maladie mentale, troubles mentaux ou même maladie physique. Donc,
je n'aurais pas le luxe ou disons la méchanceté d'être là, mais de pas être là. Quand on est là pour une personne, avec une personne qui est malade, on est là à 2000%, on est là à 4000%. Des fois même, on s'oublie, en fait, parce que la personne en face de vous, elle fait pas exprès, elle est malade. Et c'est un choix que l'on doit faire pour ne pas rendre encore plus malade la personne au final. Combien de femmes ont été avec des personnes alors qu'elles étaient malades et puis cette personne leur a plus pourri la vie qu'autre chose. Et moi, en tant que personne qui a vécu des moments compliqués de ce côté-là, je préfère autant une personne qui me dise « Aïka, je ne peux pas. Aïka, je ne peux pas. Aïka, je ne pourrais pas. Je t'aime, mais je ne pourrais pas. » Que je puisse peut-être me reporter vers d'autres personnes ou puiser toute l'énergie en moi-même. Énergie qui ne sera pas puisée par un vampire énergétique dans ma vie de tous les jours. En fait, soit tu restes et tu restes pleinement dans la pleine compréhension de tout ce que ça engendre, ok? Ou soit tu t'en vas et tu t'en vas totalement. Et c'est vrai que les filles, ça a été très compliqué de ce côté-là aussi. Parce qu'encore une fois, ils ne connaissaient pas cette partie de moi. Moi, il a découvert, il a rencontré une Aïka qui était construite, une Aïka qui était reconstruite, une Aïka qui avait réussi à se refaire, qui avait réussi à se refaire mentalement, physiquement, psychologiquement, tout. Et là, il se retrouve avec une Aïka qui est en lambeaux, une Aïka où ça ne va pas, une Aïka qui arrive tout juste à s'occuper de ses enfants. Ou moi, les filles, encore une fois, j'essaierai de vous trouver des photos où j'étais totalement hagard, ou des fois, dans nos moments où ça allait bien, de tendresse, il essayait de me faire des câlins, je rigolais, mais je disais lâche-moi parce que j'avais l'impression, en fait, de ne pas respirer. Et vous savez, quand vous faites de l'angoisse, il y a aussi un problème de communication. Encore une fois, je m'explique et c'est beaucoup d'explications et cette vidéo sera très très longue. Il y a les premiers spectateurs qui sont en ligne de mire, qui ont vécu le commencement de cette maladie. Et moi, c'était mon ancien compagnon et ma mère. Et j'ai pas dû m'expliquer sur ce qui se passe, en fait, par rapport à mes troubles, par rapport à mes crises, etc., etc. Parce que quand on fait de l'angoisse, on n'a pas envie de s'expliquer. On n'a pas envie de dire, en fait, les choses. Parce que ça génère encore plus d'angoisse. Et quand on n'a plus d'angoisse, eh ben, on a peur du fait d'en parler, que ça recommence. Même là, je vous en parle, j'ai même peur, les filles, je vais pas vous mentir. Donc ça fait que quand je me suis mise avec lui, je vais pas expliquer ça. Je vais pas expliquer, j'ai pas eu envie de m'expliquer. J'ai vécu les choses de mon côté, dans ma solitude et dans ma pleine conscience aussi de me dire en fait ça va pas, lui et moi. Ça va vraiment, vraiment pas. Donc, je vais rajouter quelque chose qui ne va vraiment pas, qui va le faire fuir. Et moi, en fait, dans cette situation, du fait déjà de mon attachement à mon chéri, parce qu'en fait, on s'est très vite fréquenté, très vite collé serré, donc je me suis très vite attachée. Après on a eu notre fille, après j'ai décidé en fait de me couper de tout le monde ici parce qu'encore une fois c'était pas à mon avantage à moi finalement, donc je me suis encore plus raccrochée à lui, je me suis encore plus voilà, ça a été mon essentiel avec mes enfants. Et là il m'arrive quelque chose et lui pas à cause de quelque chose, parce que je ne lui avais pas encore expliqué tout ce que je vivais par rapport à mes crises. Je le vivais seule et je le vivais intérieurement. Les fois où je finissais à l'hôpital, parce que j'ai fini à l'hôpital 2 fois, je lui ai juste dit, regarde, je me sens pas bien, il faut que j'aille à l'hôpital urgemment. En fait, et ben, ça me faisait tellement mal de le voir se détacher, pas vis-à-vis de mes crises de panique, de mon anxiété, etc., mais vis-à-vis de notre relation. Parce que finalement, les filles, j'ai personne ici. J'ai personne à part lui et à part, du coup, la famille je sais, Ariel, que je ne voulais pas trop déranger parce que j'ai conscience de l'ambiguïté
qui peut paraître assez bizarre aux yeux de pas mal de monde. Bah, c'est la famille de mon ex, on s'entend bien, le papy fait des choses, les sœurs prennent les enfants, y compris la Mimi, la Mimi, du coup, qui est leur nièce par Joshua et Harry. Regardez, il y a une story Snapchat que l'une des sœurs a postée avec beaucoup de tendresse et avec beaucoup d'amour. Donc en fait, je les ai pas alertés tout de suite, même si une fois il s'est passé une crise où c'était trop. Et ça, c'est pour ça, excusez-moi, que je pourrais, en fait, quoi qu'il arrive, en fait, je pourrais toujours être reconnaissante, toujours être, excusez-moi, l'émotion, elle monte, toujours être en fait, même ressentir de l'amour familial, de l'attachement pour la famille de mon ancien compagnon, parce qu'en fait, ils ont toujours, ils sont toujours là. Quand je les appelle, notamment le papy, je me rappelle un jour, j'allais vraiment pas bien, c'était en janvier, donc on avance un petit peu dans l'histoire, et où j'ai appelé du coup le grand-père de mes enfants, et où il a et en fait, il a débarqué, il m'a dit, mais Aïka, c'est pas grave, parce que je lui disais, mais Max, je suis vraiment désolée de t'appeler comme ça, c'est juste que voilà, Xavier n'est pas là, il va rentrer tard aujourd'hui, voire très tard, parce qu'il a des choses à faire et tout par rapport au travail et d'autres activités. Mais il m'a dit, mais ne t'excuse pas, tu es seule avec des enfants, ça ne va pas, je suis là pour toi. Et il m'a dit, je me rappellerai toujours, il m'a dit, regarde, ferme les yeux, je vais prier pour toi. Et on a commencé à prier ensemble, et après on a changé de sujet, et on a parlé jusqu'à ce que mon copain, il rentre à la maison. Il voulait s'assurer que je sois avec quelqu'un à la maison. Donc l'anxiété, en fait, ça touche tout le monde. Ça touche peut-être les enfants pour certaines personnes. Moi, je sais que j'en ai parlé à mes enfants, je les ai sensibilisés hors crise, hein. J'étais pas en crise. En fait, quand ça s'est passé, je leur ai dit, vous savez, maman, elle a une maladie qui s'appelle le trouble panique, qui lui crée de l'anxiété, qui lui crée des attaques de panique. Et si un jour, ça vous arrive, ou si vous voyez quelqu'un, en fait, qui est dans cette situation, qui est en détresse, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut beaucoup se protéger du stress et de la vie de tous les jours. Mais pour reprendre mon petit argumentaire par rapport à la fin de l'année, c'est vrai que la fin de l'année 2024, j'ai commencé à aller mieux. Et moi, j'ai eu en fait cette envie d'être avec ma famille, avec mon chéri, avec mes enfants, et lui a eu ce besoin de respirer, ce qui a créé en fait des conflits, des disputes, etc. Surtout l'anniversaire de la mort de mon fils arrivé à grands pas, je m'étais challengée d'aller au cimetière, chose que je n'aurais jamais dû faire. Encore une fois, conseil, si vous êtes dans un état d'anxiété, n'allez pas dans des contrées qui vont décupler ou générer encore plus de l'anxiété. Ça en fait, ça c'est pas vous rendre service, tout simplement. Et à cause du fait qu'avec mon chéri, on était à la croisée des chemins, cette solitude et le stress que je me suis mise avec la mort de mon fils, l'anniversaire, etc., le fait de le visiter au cimetière, devinez ce qui s'est passé. Je vous laisse découvrir cela. Il faut savoir, ça a repris de plus belle avec des symptômes beaucoup plus intenses, beaucoup plus compliqués. La seule chose et la seule accalmie que j'avais, encore une fois, c'est quand mes enfants étaient en vacances. Parce que leur amour, le fait qu'ils soient là, leurs cris, nos disputes, le bordel, me faisait totalement... En fait, je ne peux pas, avec mon histoire, je pense, et je pense que mon subconscient ne me l'autorise pas, à être dans un état pas possible alors que j'ai des enfants. J'ai connu la souffrance de ne plus en avoir. J'ai connu le silence assourdissant qu'est en fait de ne plus avoir son enfant, de ne plus entendre ses cris. Donc c'est vrai que quand mes enfants étaient là, ça allait mieux. Mais ils sont repartis encore une nouvelle fois à l'école pour la rentrée après les fêtes de fin d'année. Et justement, j'étais restée quand même septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois sans faire des choses concrètes, en ayant une activité sur les réseaux sociaux qui était, comme je vous ai dit, toujours râler, rien faire de concret, pas des vlogs intéressants où il y a quelque chose qui se passe, où il y a quelque chose qui est dit.
n'est-ce pas? Et en janvier, je me suis dit, sans vouloir régler le problème que j'avais à l'intérieur de moi, il faut que je reprenne le travail et que je trouve une solution pour ma vie. Et j'ai commencé à chercher du travail en Martinique, en France, etc. Et il y a le moment où j'ai fini à l'hôpital. En larmes, vous m'avez vu. Et là, bon, j'ai découvert quelques petites choses sur ma santé, rien de grave. Mais à ce moment-là, en fait, étant donné qu'on m'avait fait des examens approfondis pour voir ce qui allait pas avec moi, mais il était question de faire un scanner et tout, et qu'on m'a dit, madame, vous n'avez rien d'urgent, allez voir votre médecin pour voir s'il y a quelque chose qui peut être fait, mais vous n'avez rien, et que surtout, en fait, que ce jour-là, j'étais avec mes enfants à l'hôpital. Je me suis dit, Aïka, tu ne peux pas te laisser happé comme ça par de l'anxiété. Il est hors de question que cette anxiété, que ce démon qui est l'anxiété te bouffe ta vie, ne te permette pas de manger parce que tu as peur d'avoir des palpitations, ne te permette pas d'aller dans des supermarchés, ne te permette pas d'aller à la plage. Il y a une fois, je suis partie à la plage avec ma fille Mimi avant d'aller chercher son papa quand j'avais encore mon autre voiture. On est resté 10 minutes. 10 minutes, c'est vrai que sur le coup, pour moi, c'était une victoire parce que c'était tellement pour moi grand la plage, je maîtrise pas, il va m'arriver quelque chose, mais ma fille, elle voulait rester. On avait encore le temps, en fait, de rester. Ou, soi-disant, j'envisage d'avoir un travail, cependant, quel travail je vais avoir si je fais des crises d'angoisse, ou je ne peux pas profiter de mes enfants à fond, ou je n'ai plus de projet, ou je ne peux plus travailler, ou je ne fais que de râler sur internet, ou je ne fais que de tenir ma mère et ma sœur au téléphone toute la journée. Quand je vous dis toute la journée, c'est-à-dire en mode, c'est écrit sur WhatsApp qu'on était au téléphone pendant 7 heures. Il n'y avait aucun break. Quand ma mère ne pouvait plus, je prenais ma sœur. Quand ma sœur ne pouvait plus, je prenais ma mère. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Je me suis dit, stop. Ou, en fait, je ne peux même plus regarder des choses que j'aime. Moi, vous savez, j'adore le true crime, j'adore les documentaires. Certains documentaires ou certains true crime me généraient de l'anxiété. Le fait de regarder Boucassine, à regarder après minuit, ou même Restons prudents, juste les génériques me généraient de l'anxiété et commençaient à faire mon cœur palpiter. Vous savez la chanson It's My Anxiety, je ne peux pas l'écouter en fait, justement parce que ça titillait mon anxiété en fait. Et je me suis dit, je peux pas vivre comme ça, il faut que je me reprenne en main. Et vous savez, la première reprise en main que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de tout arrêter. C'est l'une des raisons pourquoi aussi j'ai tout arrêté. Il y a l'aspect, le fait de ne pas, d'avoir mis trop au premier plan les réseaux sociaux, etc. Le fait de ne pas avoir d'hobby, le fait d'avoir une carrière en dents de scie, etc. Mais il y avait aussi l'anxiété. Et c'est vrai que le fait d'avoir regardé la vidéo d'Amandine, là, le test de l'air, et de me dire, mais en fait, j'ai plus rien dans ma vie. Et en plus, je souffre d'anxiété. Je me suis dit, là, j'arrête tout. J'arrête tout. Et les filles, ça a été à quel prix? Ça a été au prix de l'inconfort. Parce qu'il faut savoir que et ça, je vais m'excuser pour ça. Parce qu'il faut savoir que de septembre 2024 à avril 2025, je travaillais mais toujours en dents de scie. Je faisais toujours des petites vidéos par-ci par-là, je faisais des comebacks par-ci par-là, je faisais du contenu sur Instagram pour promouvoir Ajafit, j'essayais également sur TikTok, je postais des vidéos, je postais des vlogs, donc j'avais quand même des revenus en plus de mon Pôle emploi. N'est-ce pas, grâce à Ajafit, grâce au partenariat, même si j'en avais très très peu, et grâce à YouTube. Mais là, j'ai décidé de tout arrêter. Et ça a été au prix d'un inconfort énorme, les filles. 3 sources de revenus qui s'en vont comme ça. Mais je devais le faire. Je devais le faire pour ma santé mentale et je devais le faire en fait pour mon avenir professionnel, parce que ça veut pas dire que je vous documente là mon aventure de RH, que j'abandonne Ajafit, hors de question, c'est le cadeau de mes enfants.
à Jafit. C'est ce qui va tout leur payer dans la vie. Cependant, j'étais tellement atteinte au niveau de l'anxiété que des fois, des colis que je devais déposer lundi, je les déposais jeudi. Ou je déposais mercredi. Ah mince, mercredi la poste est fermée. Je peux pas me déplacer parce que j'ai pas de voiture pour aller au Robert ou pour aller au Lamentin pour aller déposer les colis. Ça a donné en plus des problèmes d'acheminement et des problèmes de retour, etc. Je me disais non, ça donne une cacophonie pas possible. Et le problème c'est que je vais être catégorisée comme une infus voleuse et je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Donc j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté. J'ai déserté du jour au lendemain, j'ai arrêté Instagram, j'ai shut down à Jafit. Je me suis dit que les choses que j'ai à régler, même si c'est déplaisant, même si en fait les gens ne vont pas être contents, je vais le faire quand j'irai mieux, je vais le faire quand j'aurai la possibilité. Parce que s'il y a quelque chose que je vous ai pas dit, que je vais mettre juste ici qui a généré de l'anxiété, mais je vous en ai déjà parlé. J'ai essayé de m'assurer, vous savez, à ce moment-là, quand j'ai pris cette décision, c'est une décision bizarrement qui aurait pu me générer de l'anxiété, mais qui était une libération pour moi, parce que j'avais besoin de ce moment à moi. Et pourquoi je vous dis que ça aurait pu générer de l'anxiété? Parce que déjà, 3 revenus en moins, et que surtout, j'ai décidé la gestion d'un Jafit, je mets ça en pause. Les personnes qui vont être remboursées, surtout que j'ai eu beaucoup de commandes via PayPal. PayPal va vous rembourser. PayPal va prendre dans mon argent PayPal. PayPal va me mettre en débiteur si j'ai déjà viré l'argent. Il me semble que à ce jour, j'ai une grosse réclamation concernant une fraude professionnelle d'une cliente par rapport, oups là, j'ai quelque chose qui m'a fait peur, par rapport à une boutique suisse et un autre remboursement à faire qui aurait été fait entre temps, il me semble, si je ne me trompe pas. Mais je me suis dit, ces deux personnes sur 3000 personnes, il y a plein de boutiques qui ont fait des breaks ou qui ont été dans une pente descendante et puis ont remonté. Parce que si je continue comme ça, en fait, je vais y perdre ma vie, les filles. Je vous le dis, je vais y perdre ma vie dans le sens où on se rend pas compte, mais l'anxiété, ça vous donne envie d'avoir des idées noires. Moi, j'en ai pas eu, mais je me suis dit, mon Dieu, ma vie, elle s'arrête de nouveau à 31 ans, quoi. Après, s'être arrêtée à 20 ans, là, c'est 31 ans, la vie est terminée. La vie est terminée pour moi de nouveau. Et surtout, je me suis dit, mais comment je vais vivre comme ça? Et surtout, il faut savoir que l'anxiété, c'est une maladie en soi. Les attaques de panique, le fait de souffrir du trouble panique, c'est une maladie dont je souffre. Et tout ce que je vous ai expliqué, en fait, c'est une décompensation intense, très intense, du trouble panique. Cependant, en fait, vous savez, à force de stimuler votre cœur comme ça, à force de stimuler votre tête comme ça, à force de stimuler votre corps à travers des crises de panique, c'est comme ça que ça vous crée des maladies, c'est comme ça que ça vous crée des cancers, c'est comme ça que du jour au lendemain, vous allez dormir, vous vous réveillez plus. Rupture d'anévrisme, AVC, ou des trucs comme ça que vous n'étiez pas destiné à avoir. J'ai dit, ça va me tuer. Il faut que je puisse trouver qu'est-ce qui ne va pas pour que je puisse aller mieux dans ma vie. Les filles, dès que j'ai mis ce bouton off, j'ai éteint un Jafit. Et ça m'a beaucoup coûté, encore une fois. Parce que c'est ça qui nous apportait une aisance de vie. Mais vraiment. Et demain, si je vais reprendre un Jafit. Je sais très bien, surtout vu ce que j'ai construit sur TikTok, que ça va aller. Et surtout vu ce que je suis en train de mettre en place, ça va aller. Les courses à gogo, l'essence à gogo, etc. Ça nous a mis dans une situation très compliquée. Surtout, moins les revenus YouTube, moins les partenariats. Moins l'occasion aussi d'avoir ce bonheur au quotidien de recevoir des petites gâteries de la part des partenariats YouTube. Ça m'a beaucoup coûté, mais finalement, ça m'a apaisé. Le fait de me dire, je mets Instagram en veille, je ne réponds plus. WhatsApp, je ne réponds plus. Je répondais plus. Il fallait que... Et je suis désolée pour ça. Et je suis désolée pour tous les désagréments. Mais vous savez, moi, je suis quelqu'un de joyeuse. Moi, je suis quelqu'un de battante. C'est pas mon style de râler tous les 4 matins
pourquoi les gens regardent plus mes vidéos comme avant, pourquoi la monétisation ceci. Je peux faire des putaclic parce que c'est le principe, mais d'en faire à outrance, de ne pas être aigu, vous savez que c'est pas mon style en fait. C'est parce que je n'allais pas bien, et je n'allais pas bien profondément. C'est vrai que, étant donné que j'avais besoin de communiquer, c'est là que j'ai basculé sur TikTok, où j'ai commencé à parler pardon, de mon mal-être par rapport à mes crises d'angoisse. Je vous mettrai les TikTok juste ici, certains extraits, et à parler de ma confusion professionnelle. Mais le fait d'arrêter YouTube, le fait d'arrêter Ajafit, le fait d'arrêter temporairement tout ça, et justement de prendre le temps de me retrouver moi, Aïka, le fait aussi de prendre le temps de passer ce cap des 30 ans. Vous savez, on passe des caps dans la vie. Moi, je me rappelle que j'ai passé le cap des 25 ans, ça a été un gros choc pour moi. Je me suis pas laissé le temps de passer ce cap des 30 ans, ce cap des 30 ans qui a été très traumatique parce que j'ai dû faire le bilan sur ma vie. Ce cap des 30 ans où tu te dis mais où j'en suis dans ma vie, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait, où je vais, de te dire que là finalement c'est là où les coups durs vont vraiment commencer, parce que en fait la santé des personnes qui nous entourent va commencer à se décliner. Pour ceux qui ont moins de chance, la santé va se décliner si elle n'a pas commencé à se décliner. Les vrais problèmes de vie, le fait que ses parents disparaissent, etc., etc. Ça a été un très gros choc pour moi aussi. Mes 30 ans que j'ai décidé d'occulter, que j'ai décidé de mettre de côté, de voir mes parents qui commencent à vieillir, de voir mon grand-père qui commence à être grabataire, etc. Ça a été très compliqué à gérer et je me suis pas laissé le temps de vivre ça. Également, comme je dis à mon chéri, en fait, d'être dans l'omission des problèmes que j'ai avec mon chien, parce qu'en fait, moi et mon copain, on aime trop quand on a des problèmes, quand on a fait des erreurs pour envers l'un et l'autre, faire comme s'il ne s'est rien passé, de pas prendre le temps justement de se retrouver, de parler, de discuter à cœur ouvert sans que ça explose comme ça, de prendre le temps pour ma famille, de prendre le temps pour mes enfants, de prendre le temps pour moi. J'ai tout mis en pause. J'ai enlevé le YouTube Studio, j'ai enlevé le Instagram et blackout. Je suis revenue pour dire que voilà, par rapport au suivi des commandes restantes, comme je vous ai dit, j'ai 2 litiges qui sont encore en cours si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Et n'hésitez pas à m'envoyer un message si je me trompe, sans problème, je règle ça ou je commence à régler, parce que je me suis retrouvée dans l'impossibilité, forcément. Quand vous commencez à supprimer des revenus comme ça qui sont de minimum, YouTube c'est minimum, allez, 900, 800, minimum si je fais rien. Ajafit c'était minimum 2000 €, plus mon pôle emploi qui est de 1000 €, vous imaginez? Plus ces partenariats à peu près aller entre 500, parce que j'en faisais plus beaucoup, et 1500 € par mois. Ça a été un gros choc, ça m'a beaucoup ennuyé, ça m'a beaucoup complexé. J'ai eu peur aussi que on confirme des choses que l'on disait sur moi qui étaient, alors que c'était pas le cas. Moi j'avais mon argent, lui avait son argent, il a son entrée d'argent, moi j'avais mes rentrées d'argent, et j'avais peur qu'on me dise ça et qu'on me reproche ça, surtout pour une femme qui a déjà des enfants d'une première union, entre guillemets, d'un premier couple. J'avais vraiment peur de ça et que l'on me rabaisse par rapport à ça, et ça a été vraiment très compliqué, mais ça m'a apporté de l'apaisement, ça m'a apporté de l'éclaircissement. Ça a commencé, en fait j'ai commencé à revoir ma vie sur les réseaux sociaux et comment je voulais la vivre, et pour moi ça a été clair comme l'eau de roche que en fait je ne serai jamais, par rapport à la personne que je suis et ce que je veux faire, une créatrice de contenu. Vas-y, je montre ma vie, je tourne des vidéos, je peux vous montrer comment justement je suis multitask, que je m'occupe de mes enfants, que je fais des vidéos, que je fais des colis, que je fais Ajafit, que je crée les programmes, que je suis assistant RH, que j'étudie, etc. Oui, ça je peux faire, mais de commencer à me mettre dans un moule où je ne rentre pas de créatrice de contenu, je suis là, j'assiste à des événements alors que je ne suis même pas invitée, et être être dans la frustration de ne pas avoir de partenariat, de pas avoir... Non. Je partage ma vie. Je vous mettrai
de ce qui est écrit sur ma bannière, c'est ça, Madia, sur Ajafit, ou sur AIKL et même sur Ajafit. Du coup, ça a été aussi une grosse remise en question par rapport également à ma vie professionnelle. Comme je vous ai dit, il y a ça qui me stressait beaucoup, l'instabilité. Et c'est là que j'ai pu prendre des décisions à tête reposée, de me dire, voilà. Ça me permet de ne plus avoir cette charge mentale. Ça me décharge de toute charge mentale. Il faut se décharger en fait mentalement. Et puis par la suite, le gros, ça a été avec mon chéri qui est encore en cours parce qu'en fait il faut travailler et qu'on a laissé beaucoup de choses traîner. Petit à petit, les filles, en fait, les symptômes, quand j'ai pris cette décision et que j'ai commencé à travailler sur ma vie pour avoir une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup moins stressante, beaucoup moins le fait de me dire que ouais j'ai des choses, mais à quel prix en fait, le fait d'être comme ça et dans mon cerveau ça va encore 4-5 fois plus vite, m'a permis de m'apaiser petit à petit. La tension a totalement disparu, les symptômes ont totalement disparu, le fait d'être dans le flou, de pas être concentré. Les seuls problèmes de concentration que j'ai en fait c'est à cause de TikTok, à force de rester sur TikTok. Les problèmes de tachycardie ont totalement disparu également, sauf que j'ai découvert que il faut que je fasse attention sur le fait de consommer des sucres lents le matin, chose que je ne faisais plus. C'est à cause de la martinique, mais sinon ça a totalement disparu. Et quand en fait, je sais que c'est de l'anxiété et que je sais le maîtriser. Les filles, je suis pas passée loin de la catastrophe parce qu'encore une fois, quand il m'arrive ce genre de choses là, c'est ma maman. Et je me suis rendu compte que ma maman serait pas toujours là, donc il faut que j'apprenne à gérer ça. J'ai pu également sensibiliser à travers ce moment-là mes enfants par rapport à la santé mentale, à dire que oui, la maman elle a un moment qui est compliqué, elle souffre d'un trouble panique, elle l'a pas tout le temps, mais ça peut arriver des fois d'une année à une autre de l'avoir et ça se caractérise comme ça et vous pouvez l'avoir également. Et j'ai appris à travers ça que ma petite fille Ariel, elle avait pas ça, mais elle avait les prémices de l'anxiété et d'un manque de confiance en elle. J'ai pu également en parler avec mon chéri et surtout le sensibiliser par rapport à la santé mentale et en fait à la santé mentale finalement des hommes noirs de manière générale, parce que l'homme noir il est fort, voilà, il lui arrive jamais rien et ça nous a permis justement de discuter vis-à-vis de ça et d'être beaucoup plus ouvert. Alors est-ce que c'est parfait les filles actuellement? Non, surtout dans le dernier point là avec mon chéri, mais aujourd'hui je peux vous le dire sincèrement et honnêtement parce que avant je vous disais que ça allait bien parce que ça, en fait, c'était un moment où je commençais à aller mieux et j'espérais que ça disparaisse. Aujourd'hui, ça va à 97% mieux. Je suis pas au 100%, je pense que je serai au 100% dans quelques temps par rapport à quelque chose que je vous expliquerai, mais n'abandonnez pas. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça n'arrive pas qu'à vous si ça vous touche et ça n'arrive pas qu'aux voisins si vous n'êtes pas encore touché. On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Déchargez-vous mentalement, vous ne pourrez pas tenir. Vous ne pourrez pas tenir. Trouvez une stabilité de vie qui vous permet de profiter de votre vie, de profiter de vos enfants, mais en même temps de trouver un épanouissement à travers toutes les activités que vous avez. Ça a été assez long, ça a été assez brouillon. Également, il y aura des cuts où je vous mettrai une partie audio pour que ça soit beaucoup plus cohérent et pour que vous puissiez beaucoup mieux comprendre. Et également le message que je voulais vous faire passer. Moi, je vous fais un énorme bisou et je vous dis ciao ciao.